Donc je parle de la notion d'imaginaire et elle me semble importante en fait pour comprendre en fait la société capverdienne, la créolisation. Mais je pense que c'est une notion essentielle globalement à l'anthropologie. Je veux dire, elle a été travaillée par de multiples auteurs. Et dans le livre, je fais référence à de multiples auteurs qui vont m'influencer, que ce soit Mary Douglas par exemple, Maurice Godelier, Georges Ballandier, et de multiples autres, qui vont Bastide par exemple, et d'autres qui vont m'influencer dans cette manière de positionner en fait l'imaginaire. Alors en quelques mots, je veux dire, pour faire société, il faut partager en fait quelque chose. Et c'est ça qui me semble essentiel. Ce n'est pas uniquement comme on peut l'imaginer. Ce n'est qu'une partie en fait. Les échanges, le don, les cadeaux. Bien sûr que ça joue, bien sûr que c'est complètement important. On sait bien que toutes ces formes d'échanges complexes en anthropologie ont joué des rôles importants, que ce soit des échanges matrimoniaux, à des échanges de dons, de cadeaux, à des prestations multiples dans l'agriculture, etc. Ça joue. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui cimente en fait. Il faut qu'on ait quelque part quelque chose qui oriente les conduites de manière, je dirais, coercitive, sans que ça paraisse coercitive. Ça est l'imaginaire. Progressivement, des règles se mettent en place. Et on oublie que ces règles ont été mises en place par des humains, pas par nous. Ça devient quelque part une sorte de naturalisation des règles. Ça devient des grands autres, en fait, qui les ont faites. Et donc des esprits, des dieux, des ancêtres qui nous les ont donnés. Égale l'imaginaire. L'imaginaire, c'est, on pourrait dire, une histoire ou des histoires partagées auxquelles chacun se réfère, et en se référant de manière hiérarchique, chacun a sa position dans sa société, se réfère à une histoire commune qui permet quelque part d'organiser la société. Je dirais, pour moi, l'imaginaire est une matrice dans laquelle on se retrouve. Certains iront jusqu'à dire que certaines formes du religieux ou le religieux est de l'imaginaire. Les rapports religieux sont des rapports imaginaires qui structurent la société, qui permettent à chacun de se retrouver dans une position ad hoc dans la société. Lorsque l'imaginaire n'est pas partagé, il n'y a pas société. Donc au Cap-Vert, ce qu'il y avait, c'est que toutes les composantes de la société capverdienne sont des gens qui sont en rupture. Ils ont tous quitté, certains avec grande violence, sont les esclaves, d'autres sont partis plus ou moins de leur propre volonté, c'est-à-dire les Portugais, mais certains étaient des pauvres airs qu'on a envoyés pour coloniser le Cap-Vert, et puis d'autres étaient des commerçants. Mais tous étaient en rupture, ils avaient quitté leur lieu d'origine pour aller vivre sur des cailloux absolument abominables, avec un imaginaire qui était le leur. Et comment ils ont réinventé cette société? C'était la question, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut parler d'une société capverdienne? Parce que pour faire société, il faut bien un imaginaire commun. Sans ça, il n'y a pas société. Ce n'est pas uniquement de l'échange, de la coercition, du fouet, des morts qui fait société. Il faut qu'on construise derrière une histoire commune et une histoire intériorisée chacun. Lorsqu'on se tait, lorsque notre cerveau fonctionne, notre imaginaire est là. Et l'imaginaire, c'est ce qu'on a en nous. Et tant qu'on ne le dit pas, tant qu'on n'énonce pas, je ne sais pas savoir ce que l'autre pense. L'imaginaire est enfoui au fond de nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui nous permet de penser, qui nous structure, etc. Donc c'est quelque chose de capital. C'est ce qui m'a animé, c'était au cœur de ma réflexion, que j'avais depuis longtemps en moi, et je voulais tenter d'utiliser ces notions d'imaginaire et de voir si je pouvais l'utiliser à la construction de cette société créole. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, globalement, ce catholicisme-là reposait quand même sur une offre de salut importante. Donc, offre de salut, si tu te confrontes, tu te conformes aux dogmes, aux règles, aux normes, alors l'espoir d'une vie éternelle
sans fin, si on veut. Et donc l'idée de règle, l'idée d'une puissance divine, l'idée de la rédemption joue énormément. Et on a affaire à un catholicisme qui est relativement intolérant, en fait, et qui demande vraiment de respecter un dogme, des règles, etc. Et c'est là-dedans qu'on se situe, avec l'Inquisition qui se met en place quasiment dans cette époque-là, au même moment. Et donc tous ceux qui sont considérés comme hérétiques, et en fait c'est tous les déviants ou tous ceux qui ne se conforment pas à la doctrine dominante de l'Église, une Église qui est en train de s'enrichir de manière inouïe, qui devient le plus grand en fait, pouvoir quasiment économique de l'époque en Europe, est extrêmement autoritaire, est extrêmement dominant. C'est ce catholicisme-là qui va accompagner les matelots, les marins, les capitaines capverdiens, en fait, portugais qui débarquent au Cap-Vert. Donc ça, c'est une partie, en fait. Et avec progressivement, attention, au fur et à mesure que le catholicisme débarque au Cap-Vert, on s'éloigne de plus en plus de la coercition des tenants du dogme. On est loin, on est au Cap-Vert, on est à 4-5 000 km de Lisbonne et on est à 6 000 km de Rome, 6-7 000 km, etc. Et donc progressivement, de la marche de Vanœuvre va commencer à se donner, en fait, c'est-à-dire une interprétation du catholicisme. Et donc c'est dans cet univers-là qu'on se retrouve, avec pas tant de curés que cela, en fait. Ils accompagnent, il y a quelques jésuites, il y a une mission jésuite, mais qui va pas rester extrêmement longtemps, parce qu'en fait, les jésuites ont été formés pour convertir, en fait, des sociétés coutumières. Il n'y avait pas de peuple coutumier au Cap-Vert, et donc ils vont rester un moment, puis ils vont partir en disant on n'a rien à faire, mais surtout ils sont vaincus par la créolisation. Ça, je pense qu'ils vont comprendre très vite que ce qui se trame au Cap-Vert, c'est au-delà de leur de leur capacité à imposer de la règle. Et donc ils vont partir au front de la conversion et ils vont laisser la société capverdienne prise à elle-même. Alors, de l'autre côté, c'est un système de pensée que j'ai esquissé un peu tout à l'heure, qui est une forme, on pourrait dire, d'africanité qui va accompagner les esclaves, mais qui va attention, quand on débarque au Cap-Vert, on n'a pas affaire du tout à un système de pensée typique tel qu'on peut le trouver dans l'Afrique coutumière d'Afrique de l'Ouest. C'est une réécriture, une recomposition faite de multiples sociétés africaines et aussi les années et les siècles qui vont passer, qui fait que ça se recompose. Alors, ce qu'on a essentiellement, on garde quand même de multiples entités. Dans le bouquin, je les détaille et j'essaye d'être extrêmement précis avec toutes ces entités. Il y a des esprits, il y a des fétiches, il y a Dieu, il y a des esprits qui sont quelque part quasiment des ancêtres, donc des esprits des morts, qui sont presque un processus d'ancestralisation qui n'en est pas un. C'est pas du tout ça, mais on est presque dans des situations assez similaires en fait. Et c'est tout ce mécanisme-là qui va rentrer en dialogue. Alors principalement, ce sont des esprits qui soutiennent, qui aident, et ce sont des esprits qui aident à construire un vivre ensemble. Toi qui t'écartes de la règle, fais attention, globalement. Et donc, fais attention parce qu'il y a de multiples entités qui sont là à côté, qui sont maîtrisées par des voisins, par des autres, par des gens qui te jalousent, et qui pourraient t'obliger, ou qui t'obligent à rentrer dans le rang. Et donc on se retrouve avec ce système de pensée qui oblige les uns et les autres d'un côté, et de l'autre côté le catholicisme. Le catholicisme va offrir quelque chose de très fort à tout le monde. C'est la protection des saints. Et le culte des saints est extrêmement développé au Cap-Vert. Et il va rentrer en dialogue avec un système de pensée, je dirais, plutôt issu de l'esclavage, plutôt issu d'un système de pensée africain. Le culte des saints est omniprésent. On ne peut pas penser le Cap-Vert, et on peut dire le catholicisme capverdien, sans penser ce culte-là. C'est-à-dire que chaque personne, chaque famille, possède un saint protecteur. Le saint protecteur, c'est une obligation pour te mouvoir dans la société. C'est-à-dire que c'est à lui que tu dois tout.
tu as une relation quasiment familiale, intime. Ce saint, tu parles avec lui, tu le nourris, tu parles, tu lui expliques tes drames quotidiens. Et théoriquement, s'il est efficace, il va t'aider, il va te guider, il va te nourrir, te protéger, à condition que tu rentres dans une situation de donnant avec lui. C'est-à-dire que tu dois le remercier, l'honorer. Et donc dans cette relation incroyable, tu retrouves un système de pensée assez classique, basé sur l'échange, basé sur le don, etc. Il y a plusieurs saints, incontestablement, pour les personnes. Alors, je pense d'abord qu'il y a un saint, en général, familial. C'est en général l'aîné, plutôt une femme, pas forcément, hein. Ça peut être des hommes aussi, mais plutôt quand même une femme qui va hériter, en fait, d'un saint et qui va enseigner à ses enfants la manière d'honorer son saint, va en parler. Le saint fait vraiment partie intégrante de la famille, hein. C'est un personnage, hein. Il fait vraiment partie, je veux dire, si on part, on peut le prendre avec, s'il n'est pas trop grand, si c'est une petite statue, on va mettre dans la valise, et on va construire un hôtel là où on arrive, en fait, c'est-à-dire le déposer sur un meuble, mettre une bougie, des photos, de l'encens, et on va l'honorer, en fait, c'est ça, ça veut dire honorer, lui donner quelque chose, lui parler, en fait. Et le saint est quelque chose d'extrêmement quotidien. C'est-à-dire, parfois, il est placé à côté du lit ou en dessous du lit, où on dort vraiment avec. On lui parle tous les soirs, on lui explique la journée, on lui confie sa journée, on lui demande des choses, en fait. Et il faut lui rendre. C'est toujours un échange comme ça. Et donc, la plupart des enfants connaissent, tous les enfants connaissent le saint de la famille. Et quand la maman ne sera plus là, c'est quelqu'un qui va, en général, hériter du saint et qui va s'occuper de festejar, on dit ça, ça veut dire le soigner, le fêter, comme on dit au Cap-Vert. Alors il y a des saints de quartier. Les saints de quartier sont très importants. Il y a des fêtes de quartier. Et c'est très important. C'est un saint collectif qui va être honoré en fonction de sa force, de sa puissance. Et chaque année, en fait, il y a des fêtes extrêmement importantes. Et puis après, il y a les saints beaucoup plus vaste, d'une cité, d'une communauté, donc de toute une ville, en fait, comme on dit, d'une municipalité, qui sont des fêtes à la fois publiques, catholiques, et en même temps laïques, enfin, si on veut, c'est une articulation entre les deux. Et ce sont des saints qui vont jouer un rôle clé, hein, où les gens, là, il y a vraiment des rituels extrêmement importants, ritualisation de la société capverdienne se donne à comprendre autour de ces saints collectifs, alors qui jouent un rôle avec grand-messe faites par les autorités catholiques ce jour-là, procession, etc. Fêtes aussi importantes, carnaval, non, c'est pas au même moment, mais fêtes multiples qui se passent autour. Et donc on a ces saints qui jouent un rôle dans la structuration du rythme de la vie annuelle capverdienne extrêmement importante. Ils font partie de la vie de tous les jours. Donc une famille peut avoir plusieurs saints. On peut fêter, être protégé par différents saints, incontestablement. Et c'est dans ce système de protection important qu'il faut penser en fait ce qu'est ce système à côté, ce système africain de capacité, je dirais, d'affecter l'autre à distance. Les gens utilisent les deux, en fait. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, avec cette créolisation, les deux se sont articulés. Si tu es jaloux de ton voisin, ce qui peut arriver assez fréquemment pour de multiples raisons, ou s'il y a eu un décès inopiné dans la famille, ou quelque part, si aujourd'hui tu as une de tes filles qui a réussi à avoir une bourse d'études pour aller étudier à l'étranger, une thèse de doctorat par exemple, mais qu'est-ce que tu as fait pour ça? C'est la question que les voisins vont se poser. Et donc ils vont te jalouser. Et donc toi, qui as réussi, tu crains en fait, tu crains les autres qui peuvent te jalouser. Et donc tu penses que les autres possèdent des puissances pour t'affecter, qu'ils vont manipuler à distance, mais en même temps, tu possèdes un saint où tu vas honorer plusieurs saints pour te protéger. Et des équilibres complexes se jouent entre les différentes
les différentes entités. C'est là-dedans qu'il faut penser, en fait, je dirais, cette hybridité, en fait, et l'équilibre de cette société populaire du Cap-Vert, toujours aujourd'hui. C'est dans ces entre-deux-là. Et je me rappelle cette femme, ça me revient maintenant, que j'aimais beaucoup, c'est une amie proche, en fait, qui avait construit un bar, et qui vivait de son bar, et qui va être jalousée parce qu'elle va s'en sortir. Et elle va réussir à payer des études universitaires, alors qu'elle vient vraiment d'un milieu populaire, à son fils. Et les voisines, me dit-elle, hein, c'est son discours officiel, pour expliquer la psychose de sa fille. Sa fille va être retrouvée dans une situation très complexe, je n'ai pas envie d'expliquer ça ici en fait. Et pour expliquer le drame de sa fille, elle va m'expliquer toute une histoire de jalousie à son égard. Et elle va me raconter tout ce que les voisines vont faire pour essayer de l'affecter. Donc elle va m'expliquer, beau café, dit toutes des entités qu'elle me détaille, le mauvais œil, la mauvaise parole, les bouches malodorantes, les esprits des morts qu'on a fait contre elle. Et elle va essayer de te tenter une explication pour me convaincre. Ah oui, tu as compris maintenant pourquoi on m'en veut. Parce que j'ai mon fils qui va terminer des études. Il va s'enrichir, il va m'aider. Et comme il va m'aider, elles sont toutes jalouses parce que moi j'ai réussi ça. Et donc je me protège. Et elle va me montrer alors ces seins que je connaissais, qu'elle honore quasiment dans sa maison, où elle a une niche, enfin un endroit sur dans sa, comment on appelle ça, sur un meuble dans la maison, où elle honore la figure et les statues de ses seins. Et si ça ne va pas, ce qui ne va pas aller du tout le concernant, tu peux aller voir alors des spécialistes qui existent dans beaucoup de sociétés de cette nature-là, hein, qui sont des savants, des voyants, et au Cap-Vert, on les appelle, comme dans beaucoup d'autres sociétés, les curandeiros, qui est un terme très connu hein, dans ce type de société, qui pour moi sont des gens qui osent énoncer tout haut ce que les gens taisent, c'est-à-dire ces phénomènes de difficulté de vivre ensemble. Dans une société comme au Cap-Vert, s'en sortir financièrement, aujourd'hui dans un monde qui se transforme, et prendre des risques énormes. Pourquoi tu ne veux plus nous aider? Pourquoi l'entraide n'est plus ce qu'elle était avant? Pourquoi tu veux t'enrichir? D'où ça vient? Et donc c'est des questions énigmatiques qui sont posées aujourd'hui à la société. Et ce curandero va mettre des mots. Il va mettre des mots, il va nommer en fait. Il va nommer comment on pourrait dire ça, les contradictions de la société. D'où vient quelque part que tu te sens jalousé? D'où vient le fait que tu te sens mal, tu ne peux plus travailler? Tu es là, tu te sens vraiment affecté psychiquement, tu ne peux plus sortir, tu te sens mal. Il va mettre des mots en disant mais c'est peut-être un tel qui peut-être t'en veut. Et donc je te propose de faire telle et telle chose. Et là, incroyable esprit, fétiche, etc. On retrouve alors des systèmes de pensée que quiconque a travaillé sur le continent africain, tu te dis ça te rappelle pas mal de choses. Et c'est là-dedans qu'on se trouve, dans cet équilibre complexe entre les deux. Alors pour affecter l'autre à distance, ça je n'ai pas encore raconté, je dirais le processus, ce qui affecte l'autre à distance, ce qui est capable, on pourrait dire, de rendre compte d'une souffrance. C'est un individu, une femme, un homme, qui, jaloux en fait de la réussite de quelqu'un, ou de sa trajectoire, va aller au cimetière et va négocier au cimetière. Je dirais, ce qui est fantastique, ça se passe dans un cimetière catholique, hein, va aller négocier avec une mort récente en disant, donc dans des prières, hein, ce sont des prières catholiques, hein, ils appellent le mort. Ils appellent, donc ça se dit pleurer un mort, en disant, toi qui as été, dont on a provoqué la mort, toi qui es jalousé, toi qui quelque part maintenant es errant, on t'a tué, tu n'as pas eu une bonne vie, viens avec moi. Je vais te venger, ou on va vivre ensemble quelque chose d'incroyable. Tu vas m'aider à te venger, à me venger, et tu vas te venger du monde aussi. On va faire équipe à deux. Et là, est-ce qu'on ne retrouve pas des formes de pensée sorcellaires? Certes, elles ont été complètement transformées, influencées par le catholicisme, tous les termes sont devenus catholiques. Mais derrière, on retrouve des processus qui sont extraordinairement, je dirais, hybrides, en fait, et qu'on connaît lorsqu'on a travaillé, comme moi, longuement avec les Mossis du Burkina Faso. Ils vont amener avec eux un esprit auquel ils vont demander, en fait, aide-moi.
Et bien souvent, c'est cet esprit qui va travailler, posséder, ou pas forcément. Donc il peut soit posséder, rentrer dans la personne, ou affecter l'autre à distance en l'embêtant par des mécanismes je dirais, de l'affecter, par un mécanisme assombration. Ce sont des ombres qui viennent l'embêter, l'empêcher de dormir, etc. Et qui deviennent des esprits des morts, qui quelque part sont manipulés par des vivants mal intentionnés. Et donc ce sont des esprits des morts qui ne trouvent pas refuge ni au purgatoire, ni en enfer, ni au paradis, qui sont dans un no man's land et qui sont attirés par ces personnages considérés comme des sorciers, là, carrément. Brucher ou Brucher, au masculin ou au féminin, sont des gens qui s'allient avec ces esprits. Casa corda, faire une corda, ça veut dire te lier avec l'esprit, un esprit qui va t'aider. Et donc bien souvent, ces gens qu'on dit mal intentionnés, ce sont des gens qui quelque part sont alliés à des esprits des morts, qui est différent d'un système de pensée classique en Afrique. Hein. Ce ne sont pas forcément des esprits des morts qui provoquent... Un fétiche n'est pas un esprit des morts. Donc il y a beaucoup de choses de très différentes. Il ne faut pas s'imaginer qu'on peut faire une relation directe entre un système de pensée d'une société coutumière africaine et le système créolisé capverdien. Non, on est vraiment dans une pensée créolisée. Donc il faut vraiment être extrêmement attentif pour écouter, raisonner en fait cette hybridité complexe. Voilà. En Europe, on avait énormément de systèmes de pensée aussi qui venaient d'un monde rural et de gens qui n'étaient pas convertis au catholicisme, qui pendant des siècles vont cohabiter. Et donc les formes sorcellaires existaient en Europe aussi. Et donc lorsque on a les responsables, les curés et autres qui débarquent au Cap-Vert, ils ont bien ça dans l'oreille. Et donc il y a une possibilité, je dirais, de dialogue avec ce système de pensée venant d'Afrique. Simplement qu'il faut être attentif et de s'imaginer en fait que cette sorcellerie-là africaine n'est pas complètement la même. Et le système de pensée de la composition de la personne humaine, ce qu'est la personne humaine, n'est pas compatible avec la construction de la personne humaine occidentale, ou en tout cas construite par le catholicisme. En fait, c'est pas la même ontologie, je dirais. Et donc là, il y a bien des différences, il y a des fonctions, on pourrait dire, de la sorcellerie qui ne sont pas complètement compatibles, mais qui à un niveau, je dirais, supra. On peut imaginer que chacun, mettant l'imaginaire qu'il souhaite derrière, il y a pu avoir des dialogues. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais quelque part, pour bien comprendre les différences, je crois, dans les modalités et dans les rôles de la sorcellerie, c'est d'abord comprendre ce que veut dire la personne humaine dans chacune des sociétés dans lesquelles on se trouve. Et donc, bien entendu que c'est pas tout à fait la même chose, et voire pas du tout la même chose, lorsqu'on se trouve en Afrique de l'Ouest ou en Europe. Et donc, il y avait des fonctions, en fait, très différentes dans les fonctions sorcellaires. Dans les sociétés coutumières d'Afrique de l'Ouest, une personne est à l'unisson, on pourrait dire une sorte de rassemblement, à un moment donné, d'entités venant d'horizons différents. Donc à un moment donné, tu es vivant, et tu es vivant pourquoi? Parce que tu as autant d'entités qui viennent de multiples horizons différents qui se rassemblent dans ton corps. Pendant un moment donné, par la naissance, tu as héritage de multiples entités venant du père, venant de la mère, mais tu as aussi un génie qui peut être en toi. Tu as, lorsque tu nais, un double qui peut être à tel endroit et tel endroit. Et donc une personne humaine chez les Moussi, c'est une personne qui, pendant son vivant, rassemble telle et telle entité qui lui accorde telle et telle, je dirais, identité. Alors ça peut être un génie, c'est-à-dire un double, il a son double dans la brousse, c'est un génie gémellaire dans lequel il a un double, c'est toujours gémellaire, il est en lui, et en même temps il a un double, ce génie est capable de dialoguer avec tous les autres génies de la brousse, qui sont de multiples entités, de multiples familles. Mais en même temps, il a un siga, il a en lui-même en fait cette personnalité étrange, entièrement toi, sous une autre forme. Je crois que je ne peux pas le définir
autrement que comme ça. Et ça survit à la personne humaine. C'est-à-dire, lors de ton décès, ce siga va se transformer et devenir un ancêtre. Pas pour tout le monde, hein, pour quelques-uns. C'est pas tout le monde qui devient. Et cet ancêtre est sujet à dialogue. C'est-à-dire qu'on dialogue avec les ancêtres. Ils sont la loi, parce qu'ils ont vécu avant toi. Et donc, ils ont entendu tous les arrangements, etc. Et bien au Cap-Vert, on n'a pas tout à fait les mêmes choses. C'est hybridement construit autour d'un catholicisme, donc autour du corps, un corps entièrement corps qui va disparaître et qui quelque part va survivre grâce à une âme qui peut devenir éternelle, qui est éternelle si quelque part elle aura accès au paradis et donc à l'éternité. On a affaire à un autre système de pensée. Chez les Moussi, il n'y a jamais d'être neuf. C'est toujours les mêmes qui renaissent par une parcelle d'ancêtres. C'est toujours une entité complètement là. Il n'y a pas de nouveauté. Tandis que dans le catholicisme, c'est tout autre. C'est pour ça que je pensais des systèmes, je dirais, de construction de la personne très différentes. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est cette capacité d'affecter, d'attribuer à cette âme, en fait, cette possibilité d'errance dans les mauvaises morts, qui sont très fréquentes. Et cette possibilité d'errance, de ne pas te coller, t'assigner à ces grandes entités, on pourrait dire, qui sont courantes au catholicisme, qui, après la résurrection des morts, il n'y en a plus trois, il n'y en a que deux. Ce sera soit l'enfer, soit le paradis. C'est les fameuses peintures du début de la Renaissance qui vont enflammer les cerveaux des croyants, parce qu'il n'y a pas d'image à l'époque. Les seules images qu'il y a, c'était ces peintures de la Renaissance, et les gens en Italie et ailleurs, dans ces villes de la Renaissance, ou ici en Flandre, en Belgique, allaient contempler, c'est incroyable. Et c'est ça qu'ils avaient dans la tête, ces deux possibilités-là. Et bien au Cap-Vert, ils en rajoutent une autre, cette errance complète en fait. Et donc ils vont sortir en fait, on pourrait dire, du dogme catholique, certaines personnes qui vont jouer et structurer autrement la société et qui vont errer dans le monde. C'est pas du tout identique au système de pensée africain classique. On n'est pas dans ce système aussi que je viens de raconter, mais on n'est pas du tout dans un catholicisme non plus orthodoxe. Il y a là autre chose. C'est pour ça que le catholicisme a voulu arrêter non pas le premier, comment on appelle, le 1er novembre, qui est la Toussaint, mais le 2, qui était la fête des morts, ils ont voulu l'interdire au Cap-Vert. Parce que c'est à partir de la fête des morts que se construisait, se bâtissait l'idée d'aller reconduire les morts au cimetière, et tout le système de pensée d'un catholicisme populaire s'est construit à partir de de ce culte des morts-là, qui s'est construit. Donc le catholicisme, en tout cas, a voulu empêcher cette fête-là pour diminuer en fait cette croyance-là, qu'ils voyaient bien que c'était une concurrence à la doctrine officielle de l'Église, en fait. Et ils s'en sont bien rendus compte. D'ailleurs, les jésuites vont quitter le Cap-Vert en disant que ils peuvent plus rien faire, quoi, que cette société s'est créolisée. Et que, quelque part, on est très éloigné d'un catholicisme orthodoxe, etc. Et que, bon, qu'est-ce que vous voulez, si même les prêtres, les élites blanches se retrouvent dans un système de pensée comme ça, ils ne peuvent rien faire. Et ils vont quitter le Cap-Vert assez vite, hein. Ils ne vont pas y rester longtemps.